Bonsoir à tous. Véronique Jacquet, Gilles-William Goldnadel, Geoffroy Lejeune, Éric Revel, Yohann Ouzaï. Un adolescent de 17 ans, vous le savez, est décédé des suites de ses blessures ce mardi après avoir été violemment passé à tabac vendredi dernier par un groupe d'individus. 5 jeunes, dont 3 mineurs, ont été interpellés et mis en examen pour tentative d'assassinat. On va voir le sujet de Pierre Crépy. Sur ces images filmées par les agresseurs, Louis, 17 ans, est violemment frappé à la tête alors qu'il est au sol. Transporté à l'hôpital plusieurs heures après son agression, l'adolescent est décédé ce mardi des suites de ses blessures. Sa tante était à son chevet jusqu'au dernier instant. Ils l'ont opéré tout de suite. Les médecins nous ont dit qu'il y avait très peu de chances en fait qu'il survive à l'opération parce que les dommages étaient trop importants. Grâce aux vidéos diffusées sur Internet, 5 personnes, dont 3 mineurs, ont rapidement été interpellées. Pour les amis de Louis, les agresseurs connaissaient leurs victimes. C'est quelque chose qui me fait extrêmement de mal. Parce que je ne m'attendais pas que ces personnes-là font ami avec lui. Et au final, ils la mettent à l'envers, ils le tabassent pour moi. Pour la tante de Louis, qui s'exprime au nom de la famille, il s'agit d'un guet-apens. Honnêtement, je crois que la seule chose qu'il faut, c'est que les juges, maintenant, prennent en considération vraiment ce qui s'est passé. Ils ont les vidéos, ils ont tout. Il faut que ces personnes soient jugées à la hauteur de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont arraché la vie à coups de poing dans le crâne d'un enfant de 17 ans. À l'issue de leur garde à vue, les 5 suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Et je vous propose d'écouter peut-être plus longuement le témoignage de la tante de Louis une première fois. Si vous voulez, quand le premier article est sorti, j'étais à l'hôpital évidemment. Et je vois l'article sortir et je vois ma sœur qui voit l'article et qui commence à éructer. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas une rixe en fait, mon petit garçon, ce qu'ils l'ont fait. Parce que moi, je l'avais la vidéo, je sais que c'est pas ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le journaliste. Je lui dis, qu'est-ce que vous racontez? Mais madame, c'est les éléments qu'on m'a donnés. Mais c'est pas ça les éléments. Et en fait, j'ai pris la décision ce matin, en accord avec ma sœur et le papa de Louis, qu'on n'allait pas se laisser faire et qu'on allait faire savoir les choses. On a publié sur les réseaux, on a contacté les gens et aujourd'hui toute la presse est unanime, c'est un guet-apens et c'est un assassinat. Mais on avait les leviers pour. Mais les gens qui n'ont pas les leviers, combien il y a d'enfants? Peut-être Louis se serait resté juste une page dans les faits divers à Perpignan, ou à Narbonne. Honnêtement, je crois que la seule chose qu'il faut, c'est que les juges, maintenant, prennent en considération vraiment ce qui s'est passé. Ils ont les vidéos, ils ont tout. Il faut que ces personnes soient jugées à la hauteur de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont arraché la vie à coups de poing dans le crâne d'un enfant de 17 ans. Il n'y a pas d'autre mot, c'est cru, c'est violent, mais c'est ce qui s'est passé. Geoffroy Lejeune, ce n'est pas qu'un fait divers. C'est un fait de société. Pourquoi? D'abord parce que ce sont des mineurs et que cette violence des mineurs, c'est un thème de notre société. Ensuite parce qu'ils ont filmé. Et non seulement ils ont filmé, mais ce sont eux qui ont donné une possibilité aux enquêteurs de les retrouver extrêmement vite, puisqu'ils ont mis sur les réseaux ces vidéos. Donc cela aussi, ça parle à la société. Ensuite également parce que ce sont des jeunes gens qui étaient parfois à ce qu'on appelle l'ASE. Bon. Donc là aussi, qui pose le souci que nous savons. Et enfin, et ce que dit très bien cette tante de Louis, l'espace médiatique n'en parle pas, ou le minimise à travers un mot qui s'appelle rixe. Donc vous avez, sur une affaire comme celle-ci, tous les mots ou tous les symptômes qu'on a retrouvés dans d'autres affaires. Exactement. Et c'est en cela que, j'ose dire, c'est intéressant. En fait, la différence entre un fait divers et un fait de société, c'est le fait divers, c'est Louis, et le fait de société, c'est Louis, Elias, Yuri, sur la dalle de Beaugrenelle, il y a quelques années, qu'on oublie au bout d'un moment, parce qu'en fait, on n'a pas une mémoire suffisante pour se rappeler de toutes ces affaires qu'on a déjà commentées. C'est Thomas à Crépol, c'est toutes ces vidéos, on pourrait en commenter presque tous les jours, des vidéos comme ça, il n'y a pas un mort à chaque fois, Dieu merci, mais on pourrait commenter ça tous les jours. Et puis il y a un deuxième volet derrière, c'est la fameuse ASE, l'aide sociale à l'enfance. En fait, il y a des gamins
qui sont retirés de leur cercle familial pour être placés. Et ils sont confiés à l'État parce qu'on considère que leur cercle familial ne peut pas assumer ça. Et vous réalisez, quand vous soulevez le capot, pour reprendre une célèbre expression dont j'ai oublié l'auteur, que en fait, l'ASE, c'est l'enfer sur Terre, en tout cas pour beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que c'est le plus grave, je pense, c'est la prostitution, mais il y a aussi la violence. Et là, on est en train de le découvrir avec ce fait de société. Mais avant cette vidéo, il y avait une première vidéo où Louis avait été menacé par les mêmes personnes. C'est cette vidéo qui est parce qu'il avait été menacé et qu'il était allé à la police. Et il n'est pas à ce moment-là protégé. C'est-à-dire que l'ASE ne le protège pas. Ses parents ne le récupèrent pas à ce moment-là, manifestement. Et il se retrouve dans un scénario de vengeance, de guet-apens. L'enquête le dira, je ne le sais pas. Bon. Donc vous voyez, comme toujours, il y a quasiment tout dans ce drame qui explique ou qui illustre la société. Mais pourquoi c'est un fait de société aussi, Pascal ? Nous, on appartient à une génération où on avait construit, grâce à nos parents, grâce à l'éducation, grâce à l'autorité que tout ça représentait, un surmoi. C'est-à-dire qu'on s'imposait des limites. On était sur des valeurs, sur des repères. Toute cette génération-là, pardonnez-moi, mais quand vous êtes capable d'assassiner cette génération qu'on voit là à l'épreuve, là, ceux-là, oui. Ils n'ont aucun surmoi, ils n'ont aucune limite. J'écoutais Charlotte Dornelas tout à l'heure qui disait quelque chose d'incroyable. Il y avait eu le meurtre d'un jeune et un autre jeune à qui on posait la question, qui avait participé à cet assassinat. Je ne parle pas de Louis, je parle d'un autre. Charlotte prenait cet exemple. Le jeune disait, non mais de toute façon, s'il n'était pas mort là, il serait mort après. En fait, ça, c'est la définition même du fait que dans cette génération, je ne vais pas globaliser, vous avez des gens qui n'ont construit aucun surmoi, qui n'ont aucune limite, qui ne voient pas pourquoi prendre la vie de quelqu'un, c'est pas quelque chose d'absolument sidérant. Ils n'ont aucune limite. Voilà. Et c'est pour ça que quand on déconstruit l'autorité, l'éducation telle qu'elle s'est effondrée, la cellule familiale, vous avez des jeunes qui n'ont pas construit un surmoi et qui sont prêts à tout et qui ne voient pas où est le mal. Mais je le répète, s'ils ne postent pas cette vidéo, ils ne seront pas ou accusés ou retrouvés de la même manière. C'est eux qui postent la vidéo. Oui, c'est ça qui est absolument sidérant. Oui, parce que par rapport à peut-être votre génération, où il y a 50 ans, où on avait la notion du bien et du mal, et où quand on lynchait quelqu'un, on allait se cacher, où on savait qu'on risquait quand même gros, là, on tue quelqu'un et on ne se cache plus. Vous voyez, c'est édifiant. Écoutons une deuxième fois, si vous le voulez bien, la tante de Louis, qui nous rappelle l'évolution du cas de Louis et qu'on a imaginé un moment pouvoir sauver, et hélas, qui est décédé. Après cette découverte, le commissariat a appelé ma sœur en fin d'après-midi samedi, qui m'a appelé tout de suite en hurlant au téléphone qu'il fallait qu'on y aille très vite parce que le pronostic vital était engagé. J'ai tout de suite appelé l'hôpital. J'ai eu le médecin qui avait pris en charge Louis et qui m'a dit « Madame, il faut que vous veniez très très vite sur le centre hospitalier de Perpignan, ce qu'on a fait. » Ils l'ont opéré tout de suite. Les médecins nous ont dit qu'il y avait très peu de chances en fait qu'il survive à l'opération parce que les dommages étaient trop importants. Il a survécu. La première partie était extrêmement compliquée parce qu'en fait, son cerveau était tellement abîmé qu'en fait, aucune stimulation ne devait lui être imposée. Donc on pouvait le voir, mais à distance, ce qui était très frustrant pour nous parce qu'on avait envie de lui parler. On a eu des bonnes nouvelles le lendemain. La pression du cerveau était redescendue, donc on s'est remis à espérer. Et en milieu d'après-midi, les médecins nous ont annoncé qu'en fait, l'autre partie du lobe droit avait lui aussi été impactée et qu'il n'y avait pas de solution, qu'il ne se réveillerait pas. Et on a pu quand même rester auprès de lui. Et cette fois-ci, on avait vraiment accès à lui. On en a profité jusqu'au bout, on a dormi avec lui. On s'est relayé chaque seconde, il n'a pas été une seule seconde tout seul. Écoutez la réaction des habitants de Narbonne. Du mal, hein. J'ai des enfants de leur âge. Et ça peut être mon fils ou une autre personne. Et quand j'ai vu ça, je suis resté étonné, quoi. On en a parlé avec mes enfants et tout, à table et tout, là, tout à l'heure encore. Où que j'habite, là, il y a quand même 380 logements au 20 quai d'Alsace. Et bon, il y a beaucoup de seniors, oui, beaucoup de seniors, mais quelques jeunes aussi,
qui sont sympathiques, on discute. Ils ne sont pas tous violents quand même, heureusement. Mais il y a énormément de personnes âgées. C'est vrai, énormément. Donc, ils ont un peu peur. Et puis évidemment, il y a eu beaucoup de réactions politiques, souvent à droite, faut-il le remarquer, mais pas que. Voyez le sujet d'Anaïs Baucher. C'est un lynchage d'un adolescent de 17 ans qui a provoqué l'indignation de la classe politique. Dans un message posté sur X, Jordan Bardella dénonce une responsabilité claire du gouvernement. Il est le symbole d'un pays à la dérive, miné par un ensauvagement que ni le laxisme ni l'aveuglement de nos dirigeants ne peuvent enrayer. De son côté, Éric Ciotti a affirmé vouloir continuer à se battre. Face à la violence du meurtre et la minorité des suspects, Gabriel Attal a lui appelé à un sursaut de la population. Parce qu'on voit une violence de plus en plus forte, de plus en plus banalisée, de plus en plus jeune. Les 13-17 ans, c'est un Français sur 20. Mais c'est un vol avec arme sur 3. Il y a une surreprésentation des mineurs dans les faits de criminalité. Et donc ça appelle une réponse, évidemment, qui doit s'adapter à ce fait de société qui est le rajeunissement de la violence. Rare réaction à gauche, le député insoumis Antoine Léaumont a adressé un message de soutien sur X à la famille, arguant que les auteurs présumés devaient être jugés. Alors, c'est intéressant aussi, les auteurs qui seront jugés, puisqu'on apprenait ce matin qu'un mineur peut rester en détention provisoire une seule année. Et ça peut être reconduit une fois 6 mois et une deuxième fois 6 mois. Oui. Et après, non. Donc, au maximum, ces mineurs passeront 2 ans en détention provisoire. Et vu le dossier, c'est ce que disait Pascal-Pierre Garbarini, la probabilité est grande qu'ils comparaissent libres. Parce que l'instruction ne sera peut-être pas bouclée en 2 ans. La probabilité, je ne sais pas, mais le risque, oui. Oui, on ne peut pas l'exclure. Et puis, vous savez, pardon de vous le dire, on est les seuls à en parler. Hein. Oui. On est les seuls. Le silence de mort sur France Inter, je n'ai pas vu un articulé dans le monde. Rien. Ça ne les touche pas, ça les gêne peut-être. Je ne connais pas encore les profils des meurtriers. Mais bon, ils peuvent parler de quelqu'un qui meurt étouffé par la canicule dans sa voiture. Ça, ils ne sont pas avares de ça. C'est normal. Et je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Ils peuvent, mais ça, c'est un sujet tabou. Voilà. Les réactions politiques, elles sont très intéressantes, parce qu'à droite, effectivement, on considère que ça ne peut plus durer, qu'il faut tout revoir, qu'il faut durcir les peines et éventuellement enfermer ces mineurs à vie. C'est ce que dit, par exemple, Marion Maréchal. Elle dit, même s'ils ont 15 ans, il faut les enfermer à vie. Et vous avez vu la réaction d'Antoine Léaumont. Il dit, les suspects ont été interpellés et doivent être jugés, point. C'est-à-dire qu'il considère que c'est un fait divers comme un autre, qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. On en parle pendant quelques minutes et puis on peut passer à autre chose. Pour eux, ça n'a aucune importance, pas plus que n'importe quelle autre affaire. Je vous propose d'écouter également Stanislas Godon, qui est un policier syndicaliste, et il nous a appris, il m'a appris quelque chose que je ne savais pas, en 10 ans, la tentative d'homicide, et ça c'est pas assez dit, parce que ça c'est un chiffre, tentative d'homicide, c'est un homicide qui a raté, plus 99%. Ça a doublé, oui. Plus 99%. Entre 2015 et 2026. Écoutez Stanislas Godon. Vous savez, Pascal, j'ai un peu regardé avant de venir. Les tentatives d'homicide, c'est plus 99% en l'espace de 9 ans. La part des mineurs en l'année 2025, c'est 13%. Des 10-17 ans. En sachant qu'une tentative d'homicide, c'est un homicide raté. Les tentatives d'homicide, c'est-à-dire lorsqu'on tente de tuer quelqu'un. C'est entendu. Non, mais c'est auprès d'une certaine catégorie ou c'est un chiffre général? Alors, c'est plus 99% entre 2016 et 2025. Ça, c'est pour qui? Pour tout le monde? Pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. En France. Voilà. Et en 2025, la part statistique des mineurs de 10-17 ans est de 13%. Bon, ça, ce sont des statistiques. Donc, lorsqu'on a parlé de sentiment de sécurité, lorsqu'on a dit brainwashing, etc., ce sont des statistiques qui montrent l'ensauvagement de ce pays. C'est pas rien, quand même. Plus 99% de tentatives d'homicide. C'est effrayant, d'ailleurs, parce que ce n'est que le début. Ouais. C'est surtout ça. Ce sont des chiffres qui viennent du ministère de l'Intérieur. Ouais. Et les chiffres du ministère de l'Intérieur sont donc contestés par le président de la République lui-même, qui dit que la situation n'est pas pire qu'avant et qu'il n'y a pas lieu de brainwasher. Voilà. Et ce n'est que le début, puisqu'on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait.
Sauf avec une prise de conscience politique ou des décisions politiques très fortes. Il n'arrive pas. Ce n'est pas que l'ensauvagement de la société, c'est l'effondrement de la société. Parce qu'il y a un mot qui n'est jamais employé, c'est le mot dérive morale, effondrement moral. Ce sont des jeunes qui sont en perte de repères complet. Alors certes, ils n'ont pas eu de famille, mais on les met à l'aide sociale à l'enfance. Il n'y a pas d'aide sociale. L'État est en faute dans cette affaire-là. L'État est en faute. Vous confiez vos enfants à des jeunes, comme on dit entre guillemets, qui se comportent comme des bourreaux. Il y a littéralement une mise à mort. Enfin, je trouve ça absolument effrayant. Il y a une absence totale d'empathie. Oui, mais ça, l'empathie, c'est juste le début de la civilisation. Oui. Donc je dis qu'il faut se poser les bonnes questions sur l'effondrement de la société et de la civilisation. Et moi, j'en veux beaucoup à certains médias qui en ont quand même parlé, mais qui font comme s'il s'agissait, vous avez employé le mot tout à l'heure, d'une rixe. Vous voyez, parce que rixe, ça veut dire qu'en fait, il y a eu une bataille presque d'égal à égal, que en gros, bon, c'est dramatique ce qui lui est arrivé, mais enfin, il s'est battu avec d'autres qui se battaient contre lui, mais c'est pas ça du tout quand on écoute. Il a été exécuté, il n'a pas été lynché, il a été exécuté. Quand on écoute le témoignage de sa tante, c'est comme Quentin Durand. Voilà. Comme Quentin Durand. Comme Quentin Durand. Enfin, là, ça semble quand même particulièrement prémédité. Oui, bien sûr. On marque une pause. Le même prix, Quentin Durand a été néo-nazifié. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Nous marquons une pause et nous parlerons des magistrats et de la réaction des magistrats, manifestement, et de cette boucle WhatsApp. Vous allez nous expliquer ce qui se passe. À tout de suite. La deuxième partie de l'heure des pros, on apprend que l'alcool sera interdit demain à Paris à partir de midi. Pourquoi d'ailleurs uniquement à Paris et pas à Marseille ou à Lyon ? Parce que les hôpitaux sont saturés à Paris, c'est ce que dit le préfet de police de Paris ce soir, qui dit que la consommation d'alcool sera interdite à partir de demain midi, mais sans dire pour combien de temps, probablement jusqu'à dimanche et la fin de l'épisode caniculaire. Et ça veut dire quoi, l'alcool interdit à Paris ? Ça veut dire que dans les restaurants, on ne pourra pas boire alcool interdit, a priori, sur la voie publique. Il y a des gros événements qui sont prévus à Paris, par exemple la Gay Pride, qui rassemble plusieurs dizaines de milliers, même plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale. Ça sera peut-être interdit également, mais en tout cas, pas de consommation d'alcool dans les rues. Reste à savoir si on aura le droit de consommer de l'alcool sur les terrasse. Vous savez qu'il y a le match de l'équipe de France demain soir, par exemple. Donc il y a un enjeu pour les restaurateurs, naturellement. Là, je n'ai pas la réponse à vous apporter. Mais ça veut dire aussi que on ne pourra pas acheter de l'alcool dans Paris à partir de demain midi ? Vous ne pourrez plus en acheter. L'alcool, la vente d'alcool sera interdite dans les supermarchés à partir de demain 18h à Paris. Et donc les cavistes, par exemple, demain à partir de midi, à partir de 18h, ne pourront plus vendre d'alcool. À partir de 12h demain, les cavistes ne peuvent plus... 12h consommation sur la voie publique, 18h interdiction de la vente d'alcool en supermarché et par les cavistes. C'est la première fois que ça arrive, ou ce genre de choses, ou ça peut arriver Je n'ai pas connaissance de précédent. Non, je crois que ça ne s'est jamais produit en raison de la chaleur. En tout cas, c'est la première fois, c'est certain. Non, mais... Parce que les hôpitaux sont saturés. C'est la raison. Ça vous choque ? Ce qui me choque, si vous voulez, c'est que je vois ça comme une... Je pense au Covid. Oui, exactement pareil. Ouais. Voilà à quoi je pense, mais peut-être que j'ai l'esprit mal tourné. C'est-à-dire que je vois des mesures que je n'ai jamais connues avant. Bien sûr. Et qui ont été prises effectivement en 2020 où on a fermé le pays. Et là, on m'explique aujourd'hui qu'on ne vendra plus d'alcool à partir de demain 18h et qu'on ne devra pas boire à partir de 12h. Peut-être, je n'émets pas de jugement pour le moment. Faire l'avocat du préfet, mais il y a la canicule, il y a les hôpitaux, il y a le match, ça fait beaucoup, c'est bon. Non, mais il y a un point commun avec le Covid, c'est qu'on pourra aller par contre dévaliser avant midi les rayons d'alcool des supermarchés. On va se précipiter à 11h. Mais tu n'auras pas le droit de le boire dans la rue. Non, mais là, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que c'est lié à la situation des hôpitaux comme au moment du Covid. Je vous rappelle quand même qu'on devait soi-disant faire une réforme de l'hôpital après le Covid, qu'il y a eu un Ségur de la santé, et tout ça pour ça. Voilà. Puis moi, je pense aux cafetiers, pardonnez-moi. Et les hôpitaux, là, c'est le tiers-monde. Moi, je pense aux cafetiers. J'en entendais un sur Europe 1, Pascal, peut-être dans votre émission, qui expliquait que sa terrasse d'été était sur le domaine public. Vous savez, les terrasses d'été des cafetiers, ils ont le droit d'empiéter sur l'espace public. Donc là, a priori, avant midi, je pense qu'on va pouvoir consommer sur une terrasse publique. Ensuite, je ne sais pas comment il va faire, parce que si son resto ferme à 13h et que vous êtes sur l'espace public, les gens consomment ou pas ? Bon, ce que je vous propose, il faut qu'on soit peut-être plus précis. Et puisque c'est une information qui est tombée il y a quelques instants, et qu'on sache précisément la nature de ces interdictions, de ces obligations,
Et qui elles concernent? Je parlais des restaurants, je parlais des cafés. Est-ce que demain soir, par exemple, dans un restaurant, vous pourrez boire un verre de vin? C'est une question aussi simple que cela. Entre Gérald Darmanin et une partie de la magistrature, la tension monte d'un cran. Plusieurs centaines de magistrats se sont regroupés dans une boucle WhatsApp avant de protester contre les mesures disciplinaires réclamées par le garde des Sceaux. Alors, d'abord, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui a dit la responsabilité est le corollaire du pouvoir et de grands pouvoirs sont confiés aux magistrats. Il est donc indispensable qu'ils en répondent aux besoins jusqu'à la révocation. Jusque-là, pas de problème. Le Conseil sanctionne... Ça arrive jamais, mais... Le Conseil sanctionne chaque année une dizaine de magistrats, sauf pour des raisons professionnelles. C'est toujours pour autre chose, pour un comportement. Bon. Ça va pas loin. Dans un corps qui en compte moins de 10 000, rapporté à ses effectifs, son activité disciplinaire est au moins équivalente à celle de corps comparables. Questionner la responsabilité de tel magistrat ou de tel enquêteur ne doit pas constituer une stratégie permettant d'éviter la confrontation au miroir que la société civile nous tend. Les pays européens consacrent en moyenne 85 € par habitant et par an à leur justice, la France 77 €. Loin derrière l'Allemagne qui en dépense près du double. Soyons clairs, si l'institution tient, c'est grâce au dévouement des magistrats du siège et du parquet, des fonctionnaires de greffe qui ne comptent pas leurs heures dans des conditions difficiles. À eux, nous disons, ne vous découragez pas. Ouais, je ne veux pas contredire les hauts magistrats, mais en quoi un magistrat est-il au-dessus de tout soupçon, au-dessus de toute responsabilité? Est-ce qu'il n'y a que les magistrats qui comptent leurs heures? Je continue à penser qu'il considère qu'il devrait avoir un statut dérogatoire pour rendre des comptes. Ça ne me va pas. Ça me va pas. Je trouve que c'est complètement indécent par rapport aux familles de victimes, ce genre de défense. C'est indécent. Pensons aux parents de la petite Liliana. C'est totalement ubuesque. Et puis il y a un décalage avec les attentes des Français. On parle de la justice en faillite depuis le drame qui a touché cet enfant, depuis ce qui est arrivé à la petite Rosa, enfin depuis tout ce qu'on apprend avec cette enfance qui n'est pas protégée, et des magistrats qui ont quand même commis des dysfonctionnements. Et la réponse, en gros, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Bon, il y a un décalage énorme. Et puis il y a cette boucle. Alors je disais hier soir, j'espère que tout le monde sait ce qu'est une boucle WhatsApp. C'est-à-dire que c'est une boucle sur votre smartphone qui permet de rassembler des dizaines et peut-être même davantage d'interlocuteurs et puis qui échangent ensemble sur un même sujet. Alors là, il y a cette boucle WhatsApp qui rassemble combien de magistrats? On sait? Bonne question. Je vais regarder, je ne suis pas dedans, mais je vais vous donner la réponse. Des centaines, je crois. Bon, alors, on va voir le sujet de Mathilde Ibanez sur ce groupe WhatsApp, et puis je vous montrerai ce qui... il y a déjà dans le sujet, vous verrez ce qui se dit, mais on pourra continuer et citer quelques témoignages. La fronde s'organise, des centaines de magistrats se mobilisent contre Gérald Darmanin. Dans un groupe WhatsApp, les échanges se multiplient. Objectif, répondre aux sanctions déjà prononcées après un rapport administratif controversé. Je pense qu'il faut qu'on soit percutant. Les mobilisations devant les tribunaux judiciaires, c'est vraiment bien, mais on le fait depuis des années, les avocats aussi, avec des efficacités relatives. Pareil, les pancartes, c'est bien pour informer localement, mais pas forcément au national. Une magistrate et 2 gendarmes du Gers ont déjà été sanctionnés. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera un autre magistrat. Tout simplement parce que nous sommes en période présidentielle. J'aimerais crier haut et fort ma défense, expliquer dans quelles conditions nous travaillons. Je garde la tête haute parce que je n'ai rien fait. Je n'ai fait que mon travail avec les moyens que j'avais. Le rapport est creux, il n'y a pas de faute mise en évidence de ma part. Autre point de tension, l'objectif fixé par le ministre de traiter près de 70 000 dossiers de mineurs avant le 14 juillet. Une échéance jugée intenable par de nombreux magistrats. Ça montre surtout la méconnaissance de la part de Gérald Darmanin, de la façon dont fonctionne la justice, dont il est le ministre. Saturation des boîtes mail du ministère, report d'audience, retrait d'habilitation. Plusieurs modes d'action sont évoqués. Une mobilisation qui pourrait avoir des conséquences directes sur le fonctionnement de la justice. Alors il y a effectivement, aujourd'hui c'est moi, demain ce sera un autre magistrat, tout simplement parce que nous sommes en période présidentielle. Non. Je vous assure, si vous êtes jugé par des gens qui disent ça, franchement, vous pouvez vous inquiéter. J'aimerais crier haut et fort ma défense, expliquer dans quelles conditions nous travaillons. Je vous supplie de penser qu'ils ne représentent pas non plus le corps entier des magistrats. C'est vrai. Ce sont sans doute les plus idéologisés, les plus politisés, les plus syndiqués. Il y a beaucoup de magistrats, très sincèrement, que ça agace. Bon, les avocats, je ne vous entends pas beaucoup, hein.
On sent quand même, vous êtes même parfois prêt, ce qui est normal d'ailleurs parce que c'est un rapport de force, c'est-à-dire que si vous critiquez les magistrats, vous allez vous retrouver devant eux et peut-être régleront-ils leur compte. Visiblement, j'ai le sentiment que ça leur arrive parfois. Moi, je crois que l'expérience que j'ai, c'est quand vous dites les choses aux magistrats droit dans les yeux, ils peuvent vous écouter aussi. J'y crois pas beaucoup à ça. Mais je vous supplie de pas. Alors, je vais pas me faire que des amis parmi mes confrères, mais l'idéologisation d'une partie des avocats est identique à l'idéologisation d'une partie des magistrats. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a une gauchisation d'une partie de mes confrères. Depuis 68, il y a toujours eu un phénomène assez grand, mais je note quand même, et encore une fois, je ne veux pas généraliser, je ne veux pas avoir de problèmes excessifs, mais il y a beaucoup d'avocats qui pensent comme beaucoup de magistrats. C'est quand même, il y a quand même une idéologie d'un prêt-à-penser particulier. On ne va pas vers le mieux. Le maire de Chessier, c'est un autre sujet, a été condamné à verser 6 000 € au couple dont elle avait refusé de célébrer le mariage car le marié était un Algérien sous OQTF. Quand je dis que nous marchons sur la tête en France, c'est un exemple extraordinaire. L'ex-maire Olivier Bourgeot avait refusé de valider le mariage malgré l'ordonnance du tribunal de Meaux qui l'avait condamné à 500 € d'astreinte par jour tant qu'il ne publiait pas les bans. Il y avait aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin d'ailleurs était présent. Que prévoit ce texte qui était étudié aujourd'hui, puisqu'il y aura possibilité de modifier la loi? Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin. Ce texte qui arrive ici dans l'hémicycle ne prévoit pas l'impossibilité du mariage, ce qui serait en effet contraire aux conventions internationales et contraire à la Constitution avec un étranger. Ce texte prévoit 2 choses très rapides. Renforcer le pouvoir du maire, son pouvoir d'état civil, il agit au nom du procureur de la République quand il le fait, et non pas en tant qu'élu. J'entends ici ou là des gens qui disent il y a des maires qui sont pour, des maires qui sont contre. On peut être pour ou contre n'importe quelle disposition, mais quand le maire procède à des mariages, il le procède en tant qu'agent de l'État et en tant que représentant du procureur de la République. C'est pour ça qu'il a l'écharpe bleu-blanc-rouge. C'est pas parce qu'il est élu qu'il a l'écharpe bleu-blanc-rouge, parce qu'il y a des élus qui n'ont pas l'écharpe bleu-blanc-rouge. Il le fait parce qu'il représente l'État. En tant que représentant de l'État et du procureur de la République, ce texte renforce ses moyens de contrôle du consentement libre et éclairé d'un mariage. Ce texte prévoit donc de renforcer les moyens du maire et de ses services pour vérifier le consentement et d'autre part permet au procureur de la République de contrôler les actes éventuellement d'un maire si c'est ou pas conforme à nos textes fondamentaux. Bon, est-ce que vous avez tout compris? Rien du tout. Rien du tout. J'appelle ça de l'eau tiède, Pascal. Pardon, mais le bon sens absolu. Si vous n'avez rien à faire sur le territoire français, ce qui est le cas par définition d'un OQTF, pourquoi est-ce que un représentant de l'État avec l'écharpe tricolore serait dans l'obligation... Parce que c'est la loi. Mais attendez, il y a quand même un problème. Vous n'avez rien à faire sur le territoire français. Alors il y a 2 choses. Et ensuite rester sur le territoire français. C'est parce que vous êtes marié que vous aurez le droit de rester ensuite. Non, mais il y a à la fois les conventions internationales, notamment européennes, qui ne nous permettent pas d'empêcher une personne sous OQTF de se marier en France, et il y a en plus la Constitution qui ne le prévoit pas. Donc il est impossible, dans les circonstances actuelles, de changer cela. Il faudra éventuellement attendre 2027 pour le faire. Là, ce que veut faire l'UDR, c'était la niche de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, soutenu par Gérald Darmanin, c'est en fait contrôler davantage les mariages blancs. Voilà, ça revient à ça. Donner un peu plus de pouvoir au maire pour vérifier s'il s'agit ou non d'un mariage blanc selon lui. Mais pardon, c'est autre chose un mariage blanc. Un mariage bien blanc, sûr, mais il n'est pas question des OQTF dans ce texte. Il n'en est pas question. Alors on ne résout rien. Mais parce qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui, ça n'est pas possible. C'est scandaleux. Non, mais prouver un mariage, prouver un mariage blanc, c'est pas facile. Les critères. Mais Robert Ménard en est où d'ailleurs? On attend. Il va être jugé. Il n'est pas encore passé. Mais le jour où il va être condamné, il ne pourra plus être maire de Béziers? S'il est condamné à une peine d'inéligibilité, il risque une peine d'inéligibilité. C'est un risque. Ah oui. C'est un risque. Et s'il est condamné à une peine d'inéligibilité, il devra démissionner de son mandat, naturellement. Et pourquoi vous dites non? J'y crois pas. Pourquoi? Je pense, c'est mon instinct. Je pense qu'ils n'iront pas jusque-là. Robert, après, a fait ce choix. Très courageux, mais mon opinion, c'est qu'ils n'oseront pas le rendre inéligible. Ça ne sera pas la première fois que je me trompe, mais je ne pense pas. Bon,
cette discussion a été animée également par Monsieur Porte. Il est très bien. Qui est intervenu, puisqu'il est venu avec un t-shirt aujourd'hui à l'Assemblée nationale, t-shirt verte, et ça a fait causer. Je vous propose d'écouter le député de la France Insoumise. Très sincèrement, venir ici ce matin débattre au regard des urgences de pays sur un texte raciste et xénophobe, mais vous savez, je préfère être habillé en t-shirt qu'avoir des cravates et être un raciste. Voilà, ça c'est la réalité. Et vous nous faites des leçons sur les mariages simulés ou arrangés, mais quand le chef de votre parti fait un mariage d'argent avec une membre de la bourgeoisie, ça ne vous dérange absolument pas. Vous applaudissez des deux mains ce mariage-là qui est un mariage arrangé et d'argent. Donc ne venez pas nous faire des leçons ici. Ce texte est un texte raciste, xénophobe, qui répond à un agenda, votre agenda de haine. Et nous ferons tout pour que ce texte n'arrive jamais au bout. Le niveau quand même des échanges politiques en France est terrible. C'est-à-dire que vous n'avez pas choisi le député qui a l'intellect le plus développé. Je veux dire, il y a effectivement les analyses politiques de M. Porte comme celles de M. Delogu, pardon, mais sont effectivement très très limitées. C'est un euphémisme de le dire comme ça. Oui. Si vous consultez sa fiche Wikipédia, vous pourrez consulter. Il est considéré quand même comme assez harceleur de femmes. Il a été un peu. Ils ne l'ont pas retenu au Parti communiste français, notamment M. Roussel, parce qu'il était quand même assez pressant. C'est sa fiche Wikipédia. J'invente rien, vous doutez bien. Non, mais ça fait partie des députés de la France Insoumise qui jouent contre les intérêts de leur pays. Je vais peut-être modérer ce que vous dites. S'il n'a pas été condamné, s'il n'y a pas eu de poursuite, et la fiche Wikipédia n'est pas la Bible. Vous vous doutez bien. Loin de là. Vous vous doutez bien. Sur ma fiche Wikipédia, moi, c'est ma. Je vous assure, je veux bien lire ma fiche Wikipédia, mais parlez pour la vôtre, la mienne est impeccable. Ah, ça m'étonnerait. Ah bah c'est comme je vous le dis. Moi, je suis. Ça relève du miracle. Je veux bien qu'on la lise. Ce que j'ai fait. Je suis qualifié comme un propagandiste, je crois, d'extrême droite, donc de quelque chose comme cela. Normalement, dans l'autre sens, ils sont épargnés. C'est ça que voulait dire William. Normalement, à l'extrême gauche, ils sont épargnés. Oui. Ah oui, c'est possible. Mais bon, je me permets de modérer. On a parlé de l'ARCOM ce matin, on a parlé d'ailleurs de la tribune formidable de Maxime. Je trouve même que vous auriez dû me modérer plus sévèrement encore. Non. Ah si. Mais non, c'est la fin de saison. Mais je m'empresse de vous dire. Si ça se trouve, il est totalement innocent de ce qu'on lui reproche. Hein. Bon, écoutez... D'ailleurs, il m'inspire une très grande confiance. Non. Bon. Nous allons maintenant vous faire écouter ce qu'a dit M. Barthez, parce que ça a beaucoup réagi, M. Barthez, Yann de son prénom. Sur la canicule. Sur la canicule, oui, parce que alors que la France est touchée depuis 4 jours consécutifs par de fortes chaleurs, Yann Barthez s'est ouvertement moqué des gens vivant sous les toits. C'est très étrange, ça, d'ailleurs, qu'il se soit moqué, c'est pas gentil de se moquer. C'est méprisant, quoi. Oui, tout le monde n'a pas... la chance peut-être, je ne sais pas où il vit, M. Barthez, mais en tout cas, ça fait réagir. Donc je vous propose d'écouter M. Barthez. Et puis, là aussi, elle est intéressante, cette séquence, parce que les gens ricanent. Ouais. C'est ça, le ricanement. Bien sûr. Ils sont autour de la table et ils ricanent. Comme on le disait hier, tout le monde a chaud. C'est rare d'ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous et que vous habitiez dans le nord, dans le sud, dans le... Enfin non. Il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres. Il y a... Il fait extrêmement chaud chez moi, évidemment. En plus j'habite sous les toits. Donc... Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et il le précise. J'habite au 3e étage, sous les toits. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort, car j'habite sous les toits. Tout le monde s'en fout. Mais c'est d'un mépris. Mais c'est bête. C'est d'une bêtise. Ça se veut drôle, non? Mais c'est surtout bête. Drôle. Mais c'est tellement faux. Pardon, quand on a la chance d'avoir un grand appartement, on a moins chaud. Quand on a la chance d'avoir des murs blancs épais, on a moins chaud que quand on est sous les toits. Mais comment on peut sortir de... Puis il y a un mépris de classe incroyable, pardonnez-moi, parce que sous les toits à Paris, c'est souvent les ex-chambres de bonne. Bien sûr. Donc c'est les gens qui ont les moins de moyens qui habitent sans doute encore sous les toits. Donc en fait, ce mépris de classe est absolument incroyable. Non, mais il incarne une gauche boboisée qui... Mais moi surtout, je trouve pas ça drôle. Mais c'est bête. Parfois, je le trouve drôle, mais là, je le trouve pas drôle. j'ai jamais trouvé drôle. Je vous assure, c'est bête. Non, mais le mépris de classe, c'est quelque chose qui le caractérise particulièrement.
notamment parce que j'ai souvenir qu'il s'était moqué des victimes de l'attentat antisémite de Sydney à cause de leur accent. Donc là, il récidive, en fait. Non, mais ce qui est drôle, mais là, c'était des on peut Juifs. tous dire des choses bêtes. Vous arrivez et franchement, moi, on fait tous des émissions. qui a écrit le texte. Non, mais on fait tous des émissions et parfois on dit des bêtises et puis après on dit franchement, j'ai pas été malin. Mais la différence avec nous, c'est que nous, on est en direct et rien n'est écrit. Sauf Gilles William qui écrit dès le matin tout ce qu'il va dire le soir. Tout est préparé, il n'y a rien d'improvisé chez moi. Non, mais je suis épaté parce que... Mais j'ai pas terminé ma phrase. Oui, mais c'était bien. C'était long peut-être. Non, c'était bien cadré. Mais lui, c'est écrit. Ouais. Puisqu'il y a le lancement de ces 2 personnes. Donc tout est écrit. Et dans son émission, tout est écrit jusqu'au signe qu'il fait, tout est répété. Donc il écrit ça, il y a des gens qui écoutent ça, il fait la répétition et personne ne dit mais c'est bête ce que vous faites. Non mais j'en reviens pas parce que bon, qui se foutent on a l'habitude de l'attentat antisémite de Sydney, on a l'habitude. Mais ça, moi je croyais, je les connais pas bien ces gens-là, je pensais qu'ils faisaient semblant de plaindre les pauvres. Mais pas du tout, ils se foutent de leur gueule. Et oui. Non, mais je savais pas ça, moi j'apprends. On apprend tous les jours. Est-ce que je peux défendre les gens qui vivent sous les toits ou pas? Pardon. Est-ce que je peux défendre les gens qui vivent sous les toits? Parce que c'est pas non plus les rebuts de l'humanité. Moi, c'est mon cas. Et mais en ce moment, c'est très, ah bah oui, il fait chaud, bien sûr. Oui, évidemment. Moi, je trouve ça exceptionnel de vivre sous les toits. Mais ils se foutent de ta gueule quand même. Je sais, j'ai compris. Non, mais le fait que ce soit écrit, c'est quand même pathétique. C'est terrible. Rendez-moi Pierre Desproges. Sincèrement, on est passé d'une époque à une autre en termes d'humour, de finesse. Là, c'est catastrophique. D'intelligence. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de finesse. En plus, on se fout de la gueule des gens. J'espère que... Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1, et je salue le père Nicolas qui m'envoie ce message pendant que nous parlons. La canicule. Alors la canicule, c'est vrai que c'est drôle parce que... Quoi, c'est drôle. Bon, d'abord, on n'a pas le droit, nous, de se plaindre parce qu'on vit dans un studio qui est climatisé. Il y a des gens qui souffrent infiniment plus de la chaleur que nous. Nous sommes en bonne santé, c'est entendu. Mais quand je vous ai vu tous arriver ce soir, Éric, les uns les autres, et moi le premier, c'est un peu plus dur aujourd'hui. C'est le 3e jour, et chacun dans Paris, il y a 39 ou 40 degrés. Les nuits, chacun... Alors, je le répète, tout ça n'est pas dramatique, mais c'est difficile de dormir, etc. Et il est temps, sans doute, c'est là que tu vois combien... une canicule fatigue les organismes. Oui. Pourquoi vous riez? Parce que je pensais à vos nuits, que vous m'avez raconté avant l'émission. Donc, puis il a cessé toute activité dormante. Je peux dire juste, voilà, oui. les heureux lecteurs du journal du dimanche vont apprendre énormément de choses sur vos nuits dimanche prochain. Ah oui, parce que je... Bon. Ah oui, c'est à ça que je pensais, Pascal. Oui. Je ne faisais pas d'autres allusions, ça va. Non, je vous en prie. Mais non, mais parce qu'effectivement, je vais raconter ce que... Mais vous avez raison, c'est épouvantable. Nos vies est sous 40 degrés, c'est ce que vous voulez dire. Gauthier Lebret est là, et il est 20h50. Alors, écoutons, qu'a dit monsieur Le Cornu? Il a dit « Je veux aussi être très clair face à ceux qui, depuis quelques jours, se transforment en inspecteurs des travaux finis et expliquent que la puissance publique n'aurait rien fait pour adapter le pays au changement climatique. Des écoles ont été rénovées, des cours ont été végétalisés, des espaces publics ont été désimperméabilisés, des plans de prévention ont été renforcés, des réseaux d'eau ont été modernisés, des établissements accueillant des personnes fragiles ont été adaptés. Dire que rien n'a été fait revient à nier le travail des milieux d'élus et d'agents publics. Cela revient à nier la mobilisation des agents de l'État, de ses opérateurs et des collectivités. La vérité est donc simple et exigeante à la fois. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire et nous devons désormais aller plus vite, avec méthode et pragmatisme. Bon. Ça, à mon avis, c'est le genre de phrase que tu peux remettre dans 10 ans. Ouais. Ça, c'est les mêmes. D'ailleurs, il l'avait prononcé. Ça passe... Il l'avait dit il y a 7 ans. Elle est assez large. Bon. Mais c'est vrai que sans doute des choses ont été faites depuis 2003. Je ne suis pas macroniste, spécialement. Je suis un macroniste, disons, modéré. Oui. Je n'arrive pas à reprocher à M. Macron la canicule. Oui. Alors, écoutons-le, M. Macron, justement, sur la canicule. Donc, il y a un gros travail qui a été fait. Et je pense que l'honnêteté conduite à le regarder, à la fois de montants investis et de vraies transformations, et qui ont changé beaucoup de choses. Qui ont d'ailleurs été accompagnés par l'engagement de beaucoup de nos fonctionnaires, dont je veux saluer le rôle, et d'élus qui ont vraiment fait un très gros travail. J'étais juste avant de vous rejoindre à Vélizy-Villacoublay, où j'ai vu le travail remarquable des équipes municipales très engagées. Néanmoins, nous n'avons pas fini ce travail. Il faut avoir cette humilité. Et pour ma part, je regrette plutôt les choix
qui ont été faits, mais je crois aussi dans la démocratie. Il se trouve que quand j'avais une majorité absolue, ces fonds ont été votés. Il y a eu ensuite des choix qui ont été faits, qui sont le fruit de compromis ou de certaines formations politiques. Allez les voir pour leur demander pourquoi ils ont coupé ces fonds. Maintenant, on doit continuer le travail d'adaptation. Il n'y a pas de clim pour nos aînés dans les EHPAD, il n'y a pas de clim pour nos malades dans les hôpitaux, et il n'y a pas de clim pour nos enfants dans les écoles, mais le gros travail a été fait, effectivement. Vous voyez le sujet d'Anaïs Baucher sur la canicule aujourd'hui. Une chaleur étouffante qui a des conséquences sur la mortalité. Alors que le thermomètre ne cesse de battre des records à Paris, le maire tire la sonnette d'alarme. Sans toutefois donner de chiffres, il rapporte une hausse de la mortalité et appelle à la prudence. Est-ce que vous savez s'il y a d'ores et déjà eu malheureusement des victimes à Paris? Oui, il y en a. Évidemment, la mortalité est en hausse. On a à peu près tous les indicateurs qui sont en situation difficile. C'est à la fois les recours au SAMU, les recours aux pompiers, les admissions aux urgences et évidemment les décès. Selon le cabinet de la ministre de la Santé, 25 arrêts cardiaques ont été recensés à Paris sur la journée de mercredi, contre moins de 10 habituellement. Face à cette canicule, le gouvernement a annoncé ce mercredi matin passer le plan Orsan au niveau 3, le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire. Ce qui doit tous nous mobiliser, soignants ou dans le système de santé, c'est de prévenir un excès de mortalité. On sait que chacune des canicules entraîne un excès de mortalité. On sait aussi que les mesures de prévention permettent d'éviter des décès. La ministre de la Santé a également indiqué qu'elle pourrait en fin de semaine mobiliser les étudiants pour aider le SAMU à répondre aux appels. Le sujet, à mon avis, enfin, on sera sans doute évidemment pas, et c'est pas souhaité dans le taux de mortalité de la canicule de 2003, mais là on voit bien comment les élus, pour le maire de Paris ou même la ministre de la Santé, nous préparent à annoncer des chiffres qui vont peut-être nous surprendre, parce que tous les médecins le disent, vous avez un décalage très fort entre le moment où vous percevez la canicule pendant plusieurs jours, et quelques jours plus tard, quelques semaines après, vous avez encore des décès qui sont liés à la canicule. Donc les chiffres officiels, on ne les aura pas tout de suite, mais je crains qu'on sous-estime aujourd'hui la mortalité qui est due à la canicule dans le pays. Les chiffres sont historiques. 43 à l'ombre en région parisienne, c'est juste délirant. Alors dans les EHPAD, normalement, il y a dans chaque EHPAD, normalement, une salle qui est réfrigérée et qui permet aux résidents de se rafraîchir, mais ils dorment dans leur chambre ou ils dorment dans leur studio. Bon. Et parfois, on ne peut pas les déplacer. Malheureusement, je crains le pire. Bon, moi, je pense qu'on a quand même tiré les leçons de la canicule de 2003, parce qu'il y a eu 15 000 morts à l'époque, et le ministre de la Santé était parti en vacances. Vous vous souvenez de sa prise de parole en polo, Monsieur Mattei. Oui. Et à l'époque, même dans les EHPAD, on n'avait pas du tout pris conscience de la dangerosité des fortes températures. C'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées, on leur donnait même pas un petit verre d'eau toutes les heures. Donc je pense que là, il y a quand même une prise de conscience pour les entourer. Alors dans les EHPAD, en plus, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas elles-mêmes, beaucoup de personnes elles-mêmes qui ne peuvent pas prendre de l'eau parce qu'elles sont en difficulté. Mais il faut espérer qu'elles soient mieux entourées qu'en 2003 quand même. Non mais moi, c'est vrai que j'ai une tendance à défendre un petit peu les politiques dans ces cas-là parce qu'il y a un phénomène humain en cas de canicule, mais comme en cas de tremblement de terre par exemple, et notamment maintenant qu'il y a les médias, plutôt que d'invoquer le ciel... La clim, c'est pas le ciel. Hein. Non, mais... Oui, mais de reprocher... Je ne dis pas qu'ils sont blanc-canés, mais il y a une tendance lourde de reprocher aux hommes ce qui vient de là-haut. Je le vois beaucoup... Maintenant, il n'y a pas... Quand vous voyez un incendie, quand vous voyez des tremblements de terre... Non, mais Gilles William... À chaque fois, on reproche, pas seulement en France, non, mais c'est pas on reproche aux politiques de ne pas avoir fait le nécessaire. On peut se préparer à ces événements. On ne peut rien contre ces événements, mais on peut s'y préparer. C'est ça le rôle d'un responsable politique, c'est de nous préparer à toutes sortes de situations. Sinon, ils ne servent à rien. Ou en mais il y a deux, trois choses qui sont indispensables en France, c'est la clim, point. Là, il faut mettre la clim partout. Mais vous savez, c'est aussi si bête que ça. Tu mets la clim à l'hôpital. J'ai cité Nantes plusieurs fois. Les écolos ont fait le procès de la clim. Donc c'est bien politique. J'ai cité l'exemple de Nantes, l'hôpital de Nantes, qui est je crois que Laurence Garnier, pour tout vous dire, qui est sénatrice d'ailleurs, va écrire une tribune. C'est quasiment un scandale, l'hôpital de Nantes. La construction, le CHU n'est pas terminé. C'est vraiment un scandale d'État. Bon, pour plein de raisons. Mais il n'y a même pas de clim. Il n'y a même pas de clim pour des raisons purement idéologiques. Bon,
voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Et les écoles, Éric Ciotti l'a fait, c'est une mesure de bon sens, c'est rénover les écoles et mettre de la clim. Mais il va falloir changer les priorités de la distribution de l'argent. J'ai vu l'explication de l'administration du CHU de Nantes, c'est de dire non, on fait du bioclimatique. Donc en fait, ça va permettre de réduire de 5 degrés peut-être la température dans les chambres, mais s'il fait 43 à l'extérieur, il fera 35 dans les chambres ou 38 ? Non, mais le dossier, je vous assure, quand vous rentrez dans le détail de comment sont faits parfois les dossiers d'État, vraiment vous prenez peur. Vraiment vous prenez peur. Mais c'est ainsi. On va terminer, il nous reste combien de temps? Il nous reste 5 minutes. Chantal Goya, est-ce que vous voulez qu'on parle de Chantal Goya pour terminer? Parce qu'elle a des problèmes financiers. Ah bon? Manifestement, et comme on l'aime bien, parfois il y a des problèmes, les artistes ça peut arriver d'avoir des rattrapages d'impôts, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas payé une facture, pas une facture d'ailleurs, un redressement. L'épouse de Jean-Jacques Debout. Mais ils sont merveilleux. Bon. À chaque fois que Jean-Jacques Debout est venu sur Europe 1, sur CNews, on a passé un moment merveilleux. Parce que alors lui, c'est un vrai poète. Donc effectivement, je pense que ça doit être très compliqué pour lui de remplir une déclaration d'impôt. Parce qu'il y a des faux poètes, il y a ceux qui jouent à être poète, il y a la posture du poète, mais il y a le vrai poète. Et lui, vraiment, de tous les gens que j'ai rencontrés, c'est un rêveur, il est ailleurs. Mais tu le mets sur un piano et il compose. Mais c'est un vrai de vrai. Vous avez aussi la phobie administrative. Vous vous souvenez de ce ministre socialiste Tebboune, non, il s'appelait Oui. Comment il s'appelait Il écrit des très beaux poèmes d'ailleurs aussi. Mais vraiment, Jean-Jacques c'est un génie, je vous assure. Il a écrit des mélodies, vous le mettez sur un piano, il écrit des mélodies. Bon. Alors, je pense qu'il y a eu des petits problèmes. Il y a ce qu'on appelle un comptable. Comment? Après, il y a ce qu'on appelle un comptable. Mais oui, mais vous êtes dur, vous. Parce que vous êtes jeune, vous êtes dur avec la société. Alors que nous, avec l'âge, vous verrez, vous deviendrez... Bon. Et donc, Chantal Goya, je crois qu'ils doivent 2 millions d'euros. Donc, elle en a... Ah oui, c'est beaucoup. Un rappage, ça c'est... Oui. C'est de l'argent pour tout. Alors, mais je crois qu'il y a déjà 900 000 euros qui ont été remboursés aux impôts. Vous pouvez les aider, vous qui vivez sous les toits. Écoutez Chantal Goya. Je voudrais surtout vous le dire, que le public sache qu'on a déjà donné 950 000 euros. C'est très important qu'il le sache, parce qu'on a raconté que Jean-Jacques avait un capital de 3,7 millions, mais non, c'est pas possible. Et moi, je gagne pas 40 000 euros par mois non plus, c'est 40 000 euros par an, 45 000 euros par an, les royalties, etc. Et les galas, c'est en plus, mais c'est un chiffre qui est toujours le même, il n'y a pas de... Et vous allez tirer une leçon de tout ça, que finalement, il faut être... Quoi, il faut être honnête avec la France. Il ne faut pas se sauver quand on doit de l'argent. Il faut se battre comme je me bats. Il faut aller voir les gens, leur expliquer. Et avoir aussi un peu plus la tête sur les épaules. J'ai ma tête sur mes épaules, Marco. J'en ai deux, je suis Gémeaux. J'ai celle qui est sur scène et puis celle qui est dans la vie. Non, mais vous inquiétez pas. Je m'inquiète un peu parce que comme tout le monde, je vous aime depuis tout le temps. Et je me dis comment c'est possible qu'une femme comme ça... Vous voulez pas m'en prêter de l'argent? Si vous me le rendez. Je rends toujours l'argent. C'était Chantal Goya qui reviendra nous voir la prochaine fois pour nous dire que tout ça est réglé. En attendant... C'est fini, que tout va bien. Mais ça a toujours été bien. Merci Marco. Merci RTL, merci à votre adorable public. Merci Chantal Goya. Merci. Et elle a un succès absolument incroyable. C'est fou. C'est-à-dire que pendant la fête de la musique, elle fait le plein partout avec des chansons que chacun connaît et tout le monde... Elle met du bonheur, elle donne du bonheur. Notre ami Benjamin No était en Corse pendant quelques jours avec son ami et... Avec qui il était en Corse? Avec son ami? On n'a pas compris, Pascal. Redites-nous. Avec son ami. Avec son ami. Oui. Avec son ami Pauline. Oui. Et il me dit, Benjamin, peux-tu dire un mot pour Daniel et Roseline Canarelli de Tarabuccetta en Corse? Ce serait gentil de ta part. Il nous adore, il nous regarde tous les soirs, il nous adore. Donc, des gens de goût. Daniel et Roseline Canarelli de Tarabuccetta encore. On les embrasse. On les embrasse. Et on leur dit vraiment qu'ils peuvent être... Absolument. On sera là encore l'année prochaine. Si tout va bien. Si l'Arcom ne nous a pas fermé. Il faut vous engager vite. Parce que l'Arcom... Ou autrement... Comment vous y allez? Autrement, on pourrait peut-être aller tous à Tarabuccetta. Qu'est-ce que vous pensez? Non, moi je ne peux pas rester plus de 2 mois. C'est magnifique, me dit Benjamin. Je ne suis jamais allé, moi. Bon, monsieur Gauthier Lebret. Nous allons passer une soirée grave ce soir, puisque nous allons parler de nos enfants qu'on assassine, avec un nouveau prénom qui a rejoint cette triste liste. C'est évidemment celui de Louis, qui a donc, comme vous le savez, été lynché à mort du côté de Narbonne, alors qu'il avait déjà été agressé une première fois.
Donc on va y revenir ce soir avec de nouveaux témoignages, avec la tante de Louis qui a décidé de passer à visage découvert pour mener le combat qu'elle a entamé ce matin dans 100% Frontières. Donc on va parler de tous ces enfants de France qu'on assassine. Soirée grave, effectivement. Laurent Capra était à la réalisation, Jules Bertin était à la vision. Merci à Raphaël Lissac. On participé à cette émission Benjamin No, André Mallet, Tess Lafetter. On se retrouve demain matin. Il était 23h30 ce vendredi lorsqu'ici, dans ce chantier privé de construction de logements en plein cœur de Narbonne, 5 jeunes ont tendu un guet-apens à